Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors ceux qui nous regardent sur YouTube auront la chance de voir non seulement mon invité dans un format pas comme tous les autres, mais aussi vous pourrez voir ma belle nouvelle coupe de cheveux. J'ai coupé ma queue de cheval il y a quelques jours au moment où on enregistre, donc comme ça vous avez la nouvelle tête du printemps ou plutôt de préparation de l'été. Bref, on n'était pas là pour parler de moi, bien entendu, on est là pour parler de mon invité et je suis super excité à l'idée de faire cet épisode parce qu'on en parlait un tout petit peu en off. Il me demandait quel serait le plan. Comme je lui disais, il n'y a pas de plan sur devenir triathlète, il y a juste des grosses lignes que j'aimerais aborder. Mais avec lui, on va pouvoir parler sport, évidemment, pratique du sport, organisation de la vie pro et perso pour pouvoir faire du sport, mais aussi et surtout de comment se nourrir, puisque j'ai la chance de recevoir Alexandre Crisan, qui est pas chef, je sais plus, je suis complètement perdu. Salut Alex. Salut Armano. Comment tu vas ? Bah ça va très bien, top, avec ce beau soleil là. Enfin les beaux jours qui sont revenus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on enregistre, toi, t'es dans ton jardin, exactement, sur ta terrasse. On voit ton arbre derrière toi qui est pas encore feuillu, pas encore, il a pas encore revêtu sa parure printanière, mais ça ne saurait tarder. T'es où toi au moment où on enregistre ? Alors moi justement c'est particulier parce que comme je suis à 1000 mètres, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en décalage avec le reste du monde quoi. Donc il y a plus haut mais il y a plus bas aussi et c'est vrai qu'on est bien là, ici il y a un peu d'air mais il y a surtout pas mal de soleil donc c'est cool. Et je suis en Haute-Savoie du coup, je suis au-dessus d'Évian en Haute-Savoie. Au bord du lac Léman, quoi. Un peu en moyenne montagne. Oh, dur, quoi. Ouais, c'est des conditions très difficiles à vivre, ouais, c'est sûr. Ouais, j'imagine. C'est pas facile tous les jours. Je vais essayer de sécher mes larmes, là, tu vois. On va pouvoir lancer notre enregistrement. Non, mais plus sérieusement, effectivement, ça a l'air d'être bien sympa. Dommage qu'on fasse ça à distance. Je serais bien venu enregistrer sur ta terrasse en présentiel. Mais... Ouais, c'est un beau coin. Il y en a pas mal qui viennent aussi. Ouais, non, c'est ça, c'est top. C'est un beau coin pour faire plein de choses. Ouais, je me note ça pour l'été ou pour les prochains défis qu'on s'est fixés avec Fergus, mais on en reparlera dans le courant de la saison. Anyway, Alexandre, je suis très content de te recevoir sur le podcast. Ce que je te propose, comme je le fais avec tous mes invités, c'est de te laisser te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Alexandre Crisan ? Yes, alors moi du coup je suis Alex, je suis papa de 3 enfants, triathlète amateur, j'essaie d'être un bon groupe d'âge comme dirait mon coach. Rien que dans les enfants quoi, t'en as 3 donc triathlète ouais, déjà. C'est ça, on a commencé le sport déjà d'une autre manière. Et puis voilà, je suis chef de cuisine, donc je travaille en Suisse parce qu'on a la chance d'être au bord du lac Léman et puis on a un peu le choix de travailler ou à côté de chez nous ou de traverser la frontière un peu comme au Luxembourg avec toi pour aller travailler en Suisse. Donc c'est cool, je travaille dans un super hôtel qui est au bord du lac, l'hôtel Rivage et puis du coup je le cite parce que c'est un peu les sponsors aussi donc et c'est grâce à eux aussi que je peux faire tout ce que je peux donc ça c'est important aussi. On arrive à bien s'épanouir donc c'est chouette et puis voilà, on est vraiment dans un cadre privilégié parce qu'on est en moyenne montagne donc c'est pas encore non plus la haute montagne. Mais avec le lac qui est juste à côté, la montagne, enfin c'est un cadre idéal pour les enfants, pour tout le monde, pour le sport. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial de pouvoir habiter ici, quoi. J'imagine. Un petit coucou à nos amis suisses. Il y a quelques auditrices et auditeurs qui nous écoutent depuis la Suisse. Et puis moi, ça me renvoie à 2019-2020 quand avec Greg Chanez de Nakan, on produisait le podcast de Nakan. Lui, il était à Lausanne, donc de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du lac. Exactement, ouais. Bah, je suis juste à côté. Donc, un petit coucou à toutes les Suissesses et à tous les Suisses qui nous écoutent. Et puis aux autres aussi, tant qu'on y est, les Français, les Belges, les Luxembourgeois. Et puis ceux qui sont ailleurs, qui nous écoutent même en français. Les expatriés. Les expatriés ou les francophones qui vivent pas en France. Hein.
Alexandre, tu disais tu es chef dans un grand restaurant. On va y revenir un petit peu après sur l'aspect culinaire, nutritif, nutritionnel, mais peut-être déjà juste définir ce que c'est chef. On voit bien, c'est celui qui a la toque et puis qui met des gifles. Mais non, mais il fait quoi un chef, notamment dans un grand restaurant? Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai changé un peu. Je suis passé par toutes les écoles pour être aujourd'hui là où je suis. J'ai travaillé pas mal les 10 premières années, les 12 premières années un peu plus difficiles on va dire pour me construire, pour avoir vraiment toutes les cordes à mon arc, plutôt dans des maisons étoilées ou dans des gros palaces, tout ça, ce qui m'a permis de faire pas mal d'expérience. Et le dernier poste, du coup, c'était à Evian où j'étais chef exécutif. En fait, c'est tout ça pour expliquer qu'il y a une différence, ou comme tu disais, c'est quoi chef? On va dire qu'il y a plusieurs types de chefs. Où quand tu es dans une grande maison, tu fais pas exactement le même travail que quand tu es chef là où je suis aujourd'hui, dans un hôtel de taille plus familiale et plus maîtrisable. Dans les autres hôtels, j'avais plusieurs restaurants, des équipes en haut à droite, en bas à gauche, il y en avait de partout. Donc c'est vrai que là c'est un métier où t'es plus, il y avait 70 mails par jour, donc tu vois c'est pas du tout le même boulot quoi, avec pas les mêmes pressions et tout ça. Et là j'ai vraiment l'occasion au Rivage là depuis 3 ans maintenant de pouvoir m'épanouir et puis être plus proche de la cuisine, plus proche des équipes. On n'est que 7 en cuisine donc c'est pas énorme, mais on peut faire des choses où on se fait plaisir et puis où on a le contact avec les clients directement et c'est vraiment agréable. Et du coup, le chef, il a le rôle un peu d'être au cœur de la cuisine pour vraiment faire vivre un peu comme un chef d'orchestre, faire vivre un peu toute la cuisine, mais sans vouloir. C'est un peu les clichés à l'ancienne ou de top chef qu'on voit à la télé, mais c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Enfin, en tout cas dans ma vie, parce que j'essaye de faire ça depuis maintenant quelques années, un peu partout où je passe. Où moi je considère que on est tous égaux et puis que c'est un échange de bons procédés. Ou si on est sympa avec les gars. Si on est sympa avec les gars seront cool avec nous aussi. Donc l'idée c'est le partage, la transmission et que tout le monde soit un peu libre d'évoluer et de faire comme il veut. Et puis du coup ça fonctionne plutôt bien parce que ça fait 3 ans et on fait que de remonter le restaurant. Donc c'est chouette quoi. C'est chouette. Tu disais que t'es passé par plusieurs restaurants, par plusieurs maisons. Est-ce que ça veut dire que t'as fait une école d'hôtellerie ou une école de cuisine et puis t'as commencé directement chef, alors on va dire petit chef, puis après t'as gravi, ou alors t'as commencé commis et puis... je sais pas quels sont les grades dans les différentes cuisines. C'est un peu comme ça, comme ce que tu viens de dire. Ouais, j'ai fait une école à Nancy, une école hôtelière où j'ai fait, à l'époque, on faisait en 4 ans le bac pro. Et puis après, j'ai fait une mention en pâtisserie. C'était une année de plus pour se spécialiser un peu. Comme je savais que j'ai toujours voulu être chef, moi je suis né dans une famille un peu d'hôteliers, pas par mes parents, mais par mes grands-parents et puis mon oncle qui avait une auberge-restaurant, puis mon oncle qui avait plusieurs restaurants à Paris. Du coup, j'ai travaillé depuis toujours. Je me pose même pas la question de savoir pourquoi je suis là. Je sais que c'était naturel. J'ai essayé de comprendre un petit peu comment est constituée une équipe et les différentes étapes que toi t'as gravies, mais j'en profite, je te rajoute une question pendant que tu réfléchis, parce que tu disais à l'époque, quand tu as fait l'école d'hôtellerie ou l'école de cuisine à Nancy, tu préparais le bac pro en 4 ans. Après, tu as enchaîné en disant que tu t'es pas trop posé la question, tu savais que c'était ce que tu voulais faire, tu as toujours été dans une famille liée à la cuisine ou à l'hôtellerie, restaurant. Ceux qui te disent que quand tu finis en cuisine ou en hôtellerie, tu fais un bac pro, c'est une sous-formation ou c'est une voie de garage, tu leur réponds quoi? Parce que j'ai plutôt l'impression que toi, tu savais ce que tu voulais faire. Ouais, c'est ça. Alors, à mon époque, je suis pas si vieux que ça, mais c'était il y a quand même 20 ans, plus de 20 ans quand je suis rentré à l'école hôtelière en 2002. C'est vrai que c'était un peu ça, quoi. Ceux qui allaient à l'école hôtelière, c'était un peu vu comme ça. Aujourd'hui, grâce ou à cause, je sais pas, de Top Chef ou de tout ce qu'on voit à la télé, ça a quand même pris un peu plus de valeur, on va dire, aux yeux des gens, hein, même si notre métier n'a pas changé. On fait toujours la même chose avec passion, mais c'est vrai que ça a un peu changé d'idée où les gens disent waouh, t'es chef de cuisine, ça va être incroyable tous les jours. Alors que c'est grâce à ce qu'ils voyaient à la télé, alors que nos métiers ils ont pas changé. Enfin, ils ont évolué dans le bon sens, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est ça.
Mais oui, pour revenir à la première question, c'était ça, sortie de l'école. Et puis après, l'idée, c'est de se construire pour se dire où tu choisis un parcours plutôt gastronomique, ou alors tu choisis d'aller directement travailler dans un restaurant, on va dire plus classique, traditionnel. Mais le gastronomique te permet d'apprendre vraiment des bases plus solides avec des vraies connaissances techniques qui vont te servir un peu comme l'effet pyramidal où quand tu vois le haut, tu pourras choisir un peu en bas et puis voir un peu mieux. Sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais vraiment en disant que tu apprends des choses différentes qui seront applicables dans tout ce que tu vas faire dans ta vie après, quoi. Ouais. Disons que tu parles de pyramide, mais c'est vrai que il y a un peu ces deux clivages entre le chef en gastro et le chef d'un resto qui est pas forcément gastro. J'aime bien cette image où finalement tu en as un qui nourrit le peuple ou qui nourrit les gens et l'autre qui nourrit l'essence. Alors oui, c'est beaucoup plus élitiste, mais comme tu disais, ça apporte aussi cet aspect beaucoup plus technique parce que comment est-ce qu'on va travailler telle ou telle herbe, telle ou telle fleur, tel ou tel légume, telle ou telle viande. C'est pas juste pour donner à manger là. Là c'est bien sûr. Te nourrir, mais aussi nourrir tes papilles, tes sens. Et donc et ce qui est drôle, c'est, si tu regardes bien, c'est que tous les grands chefs qui ont 2, 3 étoiles, dans les établissements, il y a toujours une brasserie à côté. Parce qu'on sait très bien que on se fait plaisir avec le gastro, mais on sait que c'est pas ce qui rapporte de l'argent. Donc on a besoin d'une brasserie à côté pour faire un peu plus d'argent avec des plats plus conviviaux, plus accessibles, plus dans le partage, qui vont être plus rentables aussi, quoi. Parce que les produits seront moins onéreux. Donc c'est sûr que c'est intéressant de ce côté-là, quoi. Tiens, mais justement. Pourquoi est-ce que le gastro, ça nourrit pas? Enfin, tu dis, c'est pas avec le gastro qu'on gagne, qu'un établissement gagne sa vie. Quand on voit les prix qu'on paye pour une petite boulette de je sais pas quoi, tu te dis, après, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière. L'à côté, c'est comme dans l'entraînement finalement. Un mec qui va faire un Ironman en 10 heures ou en 18 heures, il y aura quand même derrière 6, 9, 12, 18 mois d'entraînement. Et l'investissement est le même pour les deux en plus. Et la douleur peut-être plus longue pour celui qui en fait 18, mais bon. Mais non, les coûts, c'est pas, justement, c'est là où c'est pas la matière première coûte plus cher, et forcément, comme une bonne bouteille de vin, tu vois, tu achètes un vin, je vois l'exemple en Suisse, on va acheter 20 balles une bouteille de vin, tu peux la vendre 55 francs, on va dire. Tu fais un coefficient de 2,5. Par contre, si tu achètes de la truffe, tu peux pas la vendre 2 fois et demi, sinon c'est invendable. Et l'autre côté aussi, c'est qu'il y a énormément de personnel, beaucoup plus que dans un restaurant traditionnel où une personne va s'occuper de 3 tables dans un gastro, alors que l'autre peut en faire 25. Et c'est là où justement ça fait la différence, c'est vraiment le personnel. Et encore une fois, c'est l'expérience que tu vas vivre. Au-delà de nourrir les papilles, quand tu vas dans un gastro, tu y vas pas pour manger en une demi-heure, quoi. C'est de la découverte. Tu prends la journée. L'après-midi, et puis bon bref, anyway, on n'est pas là pour parler que cuisine, on est aussi là pour parler de toi. Donc toi, tu as gravi un petit peu les échelons, tu as fait des étoilés, j'imagine que tu as été le sous-chef ou le larbin de certains chefs, de certains grands chefs. Non, j'ai pas eu ce terme de larbin, mais c'est vrai que je l'ai jamais vécu comme ça, mais j'ai eu la chance d'être bien accompagné, dont un chef à Évian, Patrice Vander, qui m'a beaucoup appris, qui a fait, je pense, le chef que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai eu une expérience aussi à Marseille, dans un étoilé. J'étais à Paris au Crillon avec Jean-François Piège aussi, c'était cool. Et puis c'est bien, mais en fait, ça nous montre tout, et en fait on peut choisir en se disant ok, ça j'ai envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire. Et moi, comme je viens de la campagne et que tu le vois un peu ici, moi c'est plutôt la ferme, on a notre petite ferme à côté, le jardin, les poules, les lapins. C'est sûr que je viens un peu de la terre et je préfère avoir un contact direct avec les clients, et puis se dire qu'on partage des choses, un peu comme en sport où en fait on vit la fête ensemble, plutôt que d'être en retrait et puis d'avoir vraiment une pression qui est inutile à mon sens, pour faire plaisir aux clients, quoi. On les reçoit avec une bonne entrecôte ou des filets de perche du lac, ils sont bien plus contents, et c'est plus accessible en fait. Bon, tu vois, j'allais te demander pourquoi tu étais entre guillemets revenu en arrière. Je pense que j'ai même pas besoin de poser la question, on l'aura bien compris. C'est 50% du terme, parce que c'était aussi l'idée, c'est aussi pour le sport surtout, mais avant tout pour la famille, parce que dans les postes comme ça, on voit pas beaucoup de nos enfants, donc comme tu parlais au début ou en off, on se disait pour les horaires, tout ça, c'est sûr que avant je les voyais vraiment pas du tout. Maintenant, j'ai réussi à m'organiser. L'année de prépa de l'année dernière, où j'ai même réussi à être à 90%, ce qui me permettait d'avoir le mardi soir avec eux, le seul soir où je pouvais manger avec eux et puis profiter, comme le mercredi, il n'y avait pas d'école pour les petits. Donc c'est aussi pour ça où on essaie de voir le métier différemment. Je pense que j'étais le seul chef au monde à bosser à 90%. J'en connais pas d'autres qui ont fait ça. Et c'est vrai que grâce à ma direction, grâce au directeur, on arrive à pouvoir
à se mettre en place des choses qu'on mettrait jamais ailleurs. On met l'humain avant tout dedans et ça marche parce que on a fait plus de chiffres, 20%, 15% chaque année et on voit que c'est ça, c'est les hommes d'abord et après le reste, quoi. Ceux qui pensent autrement, ils se trompent, je pense, parce que au final c'est tous les hommes qui font fonctionner chaque établissement, qu'on soit dans la cuisine ou en faisant des pièces mécaniques, c'est la même chose, je pense. Et puis tu sais, je pense que je sais plus avec qui j'avais cet échange-là, mais c'est la même chose dans le sport. On sacralise, on met sur des piédestals les grandes sportives et les grands sportifs de haut, voire de très haut niveau. Oui, ils sont très forts. Oui, on a besoin qu'ils soient là. Mais quand on voit certaines fédérations qui se concentrent principalement sur cette catégorie de personnes-là, c'est quand même oublier que eux ne représentent que 0,00 quelque chose % de la masse de ceux qui pratiquent le sport. Et c'est justement ces 99, quelque chose % de pratiquants qui font que la fédération, elle existe, elle peut vivre et elle peut apporter son aide aux stars. Et donc, c'est le volume. Il y a l'image et il y a le reste du monde, quoi, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Bon, revenons à toi. Au-delà de ton aspect pro, quand et comment as-tu découvert le sport ? Alors, moi, j'ai toujours fait du sport naturellement quand habitant la campagne, toujours un peu couru, fait du VTT, du vélo, tout ça. Mais c'est vraiment à l'école hôtelière où ça a commencé. Parce que j'avais la chance d'être à l'école avec Benjamin Choquer, que tu dois connaître un petit peu. Et puis du coup, on le sait pas, mais il a commencé par l'école hôtelière pour avoir son BEP. Et puis du coup, j'avais un autre aussi, un de mes meilleurs potes, qui est encore aujourd'hui, où les gars ils couraient. Donc j'avais Benjamin qui était là, et puis les gars couraient, puis ils m'ont mis à la course à pied petit à petit. Puis comme je courais déjà un peu, c'était cool. J'avais déjà fait 2-3 courses quand j'étais petit, c'était sympa. Je faisais de la natation quand j'étais petit aussi en club. Enfin, j'ai fait un peu tous les sports, toujours plein de sports. Et puis on s'est mis à faire les courses UNSS où pour la seule fois de notre vie on a battu Benjamin Choquer sur un run and bike. Alors ça arrivait qu'une fois, mais après on faisait les crosses, on faisait les run and bike, on faisait les championnats UNSS de VTT, tout ça, donc c'était sympa là pendant les 4 ans de l'école hôtelière. Et c'est vrai que ça m'a redonné un peu le goût de la compétition, ça me l'a donné tout court d'ailleurs. T'avais quel âge à cette époque-là? Parce que si j'avais 15 ans par là, ouais. Pro, donc... J'ai commencé à 15 ans, ouais. On rentre, c'était à la seconde, quand on était en école hôtelière. Et puis ouais, c'est grâce à Kylian, ouais, et Benjamin où on a pu faire plein de choses. Et puis se mettre là-dedans, l'UNSS ça a poussé, de voir des gars qui allaient vite. Après je me suis rapproché d'un club de Nancy pour aller courir. J'ai dû faire, mais ça c'était vraiment la dernière année où j'ai dû faire ça. Et puis c'était sympa, je faisais des cours, j'ai progressé. Parce que le premier 10 km, je crois que j'ai dû mettre 41 minutes ou un truc comme ça, et j'avais 16 ans ou je sais pas quoi, donc je me suis dit bon maintenant quand tu vois Benjamin qui est en cadet, il faisait 31 ou 32, tu dis bon il y a du boulot, va falloir bosser un peu les gars. Et tous les copains qui faisaient 34-35, je dis bon, mais bon c'était sympa parce que ça permettait de mettre ça. Puis moi j'aime bien ce côté un peu compétition, j'ai toujours été un peu comme ça, comme en cuisine, de dire ok on va faire plus que ce qu'il faut pour arriver là où on veut, quoi. Et puis petit à petit, ouais, avec l'école hôtelière, c'était sympa. C'est là où j'ai fait un peu toutes mes meilleures années pour me lancer là-dedans. Et puis à Marseille, j'ai continué de courir. Et c'est vraiment en arrivant à Évian où j'ai eu mon chef que je parlais tout à l'heure du Royal, qui lui faisait 13 000 km de vélo par année, donc il roulait bien comme il faut. Puis il m'a dit tiens, tu veux pas faire du vélo? J'ai dit attends, moi j'ai pas de vélo. Il faut que j'achète un vélo de ça, donc j'ai mon oncle qui m'avait prêté un vélo. J'avais un vieux vélo de triathlon avec des roues en 650, un truc juste l'enfer. J'ai cru que t'allais dire j'avais des petites roulettes. Non, j'avais les roues en 650, un plateau à l'avant, je crois que j'avais 56-44, et puis c'était des poignées pour changer les vitesses, monstrueux. Et puis c'est vrai que là il m'a emmené 3 semaines après que j'ai commencé le vélo de route, il m'emmène à la Gruyère Cycling Tour, je m'en souviendrai toujours. Ça c'était il y a, je sais même plus l'année, je devais avoir genre 21 ans ou 22 ans. Et puis je me suis mis là-dessus, 125 km, 3 cols, un massacre quoi. J'ai fini en hippo, j'ai passé la ligne, je mangeais de l'herbe, c'était n'importe quoi. Mais ouais, je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais tu savais comment la manger aussi. Ah ouais, là ouais, ça c'est sûr, fallait la préparer. Ouais. Là j'ai dit bon maintenant, ça c'est un autre sport, va falloir faire autrement. Et puis du coup après, à force de continuer à rouler, j'ai dit avec ce vélo là c'est pas possible. Et il y avait un magasin à Évian qui faisait un magasin de vélo. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir ce qu'ils font un peu. Et c'est vrai que j'ai acheté mon premier vélo de route, un Kyoto là-bas, et puis c'était un magasin où ils avaient un club de triathlon.
où ils allaient lancer, je me souviens plus, ils faisaient du triathlon, puis ils allaient lancer un club. Du coup, je crois que j'avais lancé avec eux, je me souviens plus très bien. Et puis c'est vrai qu'ils faisaient du triathlon, ils m'ont dit tu cours pas mal, tu fais un peu de vélo, tu veux pas venir essayer? Et puis je sais plus, ça doit être en 2011, je crois, un truc comme ça, j'ai fait mon premier triathlon en Suisse, parce qu'il était en face, c'était l'occasion qui se prêtait, un S. J'avais bien tourné, j'avais fait 16e, c'était rigolo. Puis comme j'allais plus les distances, plus les sports passaient, plus je grattais des places, donc c'était sympa. Comme j'étais coureur à la base, c'était cool parce que je pouvais au moins remonter un peu les places à la fin, même si j'avais encore quelques restes en natation, donc c'était rigolo quoi. Et puis petit à petit, c'est comme ça un peu que c'est venu. Fait 2-3 triathlons S, M, tout ça. Et puis après, en 2015, j'ai eu un accident de moto, pas super grave, mais suffisamment pour mettre une semaine à l'hôpital entre la vie et la mort. Là, j'avais pris le guidon dans le ventre, où ça m'avait éclaté le rein, et puis hémorragie interne et tout, donc c'était pas cool. Et puis là, juste après, j'avais un pote à l'époque qui bossait au Royal à Évian justement, Anthony. Et puis on s'est dit tiens, si on se faisait un half Ironman, on n'avait jamais fait. Lui, il se lançait aussi, il roulait un peu. Je dis vas-y, on va faire ça. Et puis on s'est inscrit en 2015 à Vichy. Et du coup Vichy, c'était vraiment mon premier half distance quoi. Et là, ça s'était plutôt bien passé. 4 mois après l'accident, on avait nagé. Je sais plus c'est quoi le nom du fleuve qu'il y a là-bas, mais c'est l'Allier, je crois. Je crois que c'est dans l'Allier. Ouais, dans l'Allier, mais c'est un massacre. L'eau, elle est à 28 degrés. Tu vois pas le bout de ta main quand tu nages. Waouh, c'est ouf d'aller nager là-dedans. Et puis après, il faisait super chaud, on avait bien roulé. Puis c'est vrai que j'étais un peu en chat. Je me suis dit, faut que je le batte. Je voulais être plus fort. Et c'était rigolo. C'était un peu le défi des copains, quoi. Et puis ça a bien tourné. J'avais pas mal couru. J'avais fini en 4h38, je crois, ce truc-là. Et puis, putain, pour un premier, c'est beau. Puis surtout en 2015. Ouais. Sans trop manger, sans trop machin, avec un vélo de route normal. C'était cool, quoi. Et c'était une bonne expérience. On avait bien rigolé ce jour-là. Et puis, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Puis après, j'ai attendu un peu quand même parce qu'avec les boulots que j'ai eu, tout ça, j'ai fait mon premier full j'ai fait d'autres halves, je crois. Mais j'ai fait mon premier full en 2018 à Zurich. Et là, en fait, c'est encore une fois, c'est à cause de ce pote-là, Anto, qui avait fait le Vichy avec moi. Lui, il a fait en 2018, je crois, ou 17, il avait fait l'Ironman de Nice. Et puis du coup, il l'a pas eu la première fois, mais au deuxième tour, il avait fait genre 9h43 à Nice, et il avait chopé sa qualif. Et je dis cool, il a été à Hawaï, il a fait Nice, moi je cours plus vite que lui, je roule pas trop mal et je nage plus vite que lui. Tranquille, je vais mettre un Ironman, puis je vais faire moins de 10 heures, puis je vais y aller quoi. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Natation déjà annulée, combi annulé pour 0,1 degré. Je dis voilà, ça commence bien. Moi à l'époque je nageais un peu, c'était en 2018, je nageais sur mes lauriers en me disant c'est bon, j'ai nagé quand j'étais petit, ça va être facile. Une heure, je sais plus combien là-dedans dans l'eau, c'était l'enfer. Et après le vélo, ça s'était plutôt bien passé, mais j'ai fait pas mal d'erreurs de jeunesse ou de me dire d'expérience surtout. Et nutrition, j'irais zéro. J'ai tourné toute la course avec un peu de gel et puis que de la boisson isotonique, je crois. Du coup, j'avais pas une goutte d'eau pure dedans, donc un massacre. Et j'avais une combinaison qui m'a lacéré les jambes et les bras. Pourtant elle était à ma taille, mais c'est vrai que c'était un truc compression et ça m'a vraiment coupé pendant 2 mois. J'avais des traces, c'était l'enfer. Et du coup le vélo, je crois que je fais 5h25. Il y avait à peu près 2000 mètres de dénivelé, c'était un peu vallonné, mais 5h25, je finis un peu de travers au 120e. Je me dis merde, mais qu'est-ce que je fous là, ça va être long là, va falloir arriver. Et puis le marathon, au bout de 3 km, je pouvais plus courir. J'ai vu mes enfants à la fin du premier tour, il y en avait 4. Je leur ai dit avec les larmes aux yeux, je vais arriver, mais pas à l'heure prévue, quoi. Ça va pas le faire. Et finalement, tu vois, moi, tout bon coureur que j'étais, j'ai fini le marathon en 4h50. Donc tu vois, tu vis un grand moment de solitude là. Ouais, surtout que si tu fais 5h25 sur le vélo, ça veut dire que tu as déjà bien tourné pour les 180 bornes. Et puis quand tu te retrouves en course à pied à faire 4h50, tu dois aller voir tous passer à côté de toi. L'horrible. J'arrivais plus à courir. J'arrêtais pas, je m'arrêtais pour aller pisser toutes les 2 minutes. C'était l'enfer. Ouais, je sais pas c'était horrible quoi.
Horrible, Bon, horrible. mais au moins, tu as été au bout. Et ça, c'était ton premier Ironman. Ça, c'était mon premier Ironman. Donc ouais, c'était à Zurich. Et puis l'hiver là, par hasard, avec une discussion avec mon père, on discutait de ça. Il me dit mais il faut que tu t'entraînes. Puis ouais, avec mon père, on discutait. Puis il me dit mais tu devrais te rapprocher de quelqu'un, machin. Il me dit j'ai un copain, son fils, il est triathlète, il est pas mauvais. Je dis mais comment il s'appelle? Il me dit il s'appelle Billard. Je dis ouais, ok, je crois que ça me parle. C'est pas Bertrand son fils? Il me dit si. Je dis d'accord. Mais en fait parce qu'on vient des villages juste à côté et nos parents ils se voyaient quand j'étais petit. Enfin je sais pas s'ils faisaient ensemble. Moi je crois que j'ai un oncle qui faisait du judo avec son père et tout ça. Et puis du coup il me dit je te donne son numéro et puis tu l'appelles. Puis du coup je l'ai appelé Bertrand. C'était fin 2018 par là je crois, un truc comme ça. On a discuté, on a eu un bon contact et tout, puis à la fin il me dit mais du coup tu veux quoi, tu cherches quoi, t'aimerais que je t'entraîne? Je dis écoute ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool quoi. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé avec Bertrand. Du coup on était encore à l'ancienne avec des feuilles A4 et tout ça, c'était cool. Puis lui c'est pas trop son truc au début d'être carré quoi. Et puis au final ouais, on a fait comme ça. Puis j'ai enchaîné mon deuxième Ironman à Barcelone. C'était en 2019, mais la même année j'avais pris le nouveau poste à Evian, donc c'est sûr que j'avais pas mal d'entraînement, c'était pas trop mal, mais par contre avec le nouveau boulot j'étais un peu rincé quand même, donc c'était plus compliqué quoi. Là on parle de 9h minuit tous les jours, une demi-heure de pause après-midi pour aller voir les enfants, une pression pas possible. Bon c'est dans le luxe donc c'est normal hein. Mais ouais, du coup pour faire les deux c'était plus compliqué là. Et puis du coup là-bas à Barcelone ça se passe plutôt bien, la course était complète, je dois nager je crois en 1h02 ou un truc comme ça, 1h03, je sais plus, de 2 je crois. Je roule en 4h57 et je fais mon marathon en 3h39. Donc je dis putain, c'était pas mal, c'était complet, puis je finis en 9h51, donc sous les 10 heures, c'était mon objectif principal. Je dis cool, j'ai réussi mon objectif, mais c'est vrai que le marathon c'est pas encore ça, on se rend compte que ça reste assez long et il peut tout se passer quoi. Et du coup voilà, on a continué à travailler. Après il y a eu le Covid, tout ça, donc j'ai pas fait trop de courses dedans, un peu plus de half ou des petites choses. Et c'est vraiment en 2024, je crois que j'ai refait un full. C'était à Evian. Ils ont fait un super full autour de chez nous. Là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose ici à côté de chez nous. Et puis du coup, il y avait le full à Evian, mais je crois que 3 semaines avant, je me suis vautré dans une descente à côté de chez nous sur du goudron chaud. Je me suis éclaté l'épaule, le genou et la hanche. Et puis du coup, j'étais complètement décalé et tout. C'était pas ouf. Alors j'ai fait la course, ça s'est bien passé. J'étais 10e, je crois. Et puis au 22e kilomètre à pied, j'ai trop mal. Il faut que j'arrête, je peux plus. Je boitais, j'arrivais pas à courir comme il faut. Je dis va pas te blesser. Autant continuer de s'entraîner et puis repartir sur autre chose. Et puis voilà, ça passera. Donc je pense que c'est peut-être la sagesse qui dit ça, mais ouais. Puis du coup, je me suis dit on va trouver une autre course pour essayer de s'entraîner. Et puis j'ai continué de m'entraîner. Là, c'était Servia en 2025 et 24. L'année d'après, 24, 25. Ouais, alors c'était peut-être 23 l'Italie, 23 Evian et 24 Servia, c'est ça. Et puis à Servia, là je suis arrivé, j'étais pas trop mal entraîné, ça devait faire une belle course. Mais c'est vrai que parcours plat, 100% plat, j'avais pas trop l'habitude et il y avait pas trop de vent. Et puis là-bas c'est un peu bizarre, c'est un peu des wagons qui passent ensemble. Les gars, tu te mets pas dans les roues, ils te disent right, genre vas-y remets-toi bien mon gars, faut qu'on avance. Et puis les ravitaillements, personne s'arrêtait, je sais pas comment ils faisaient, mais les gars dès que je prenais une bouteille je perdais le wagon. Enfin c'était vraiment un peu bizarre. Et je crois que je fais exactement le même temps en vélo quoi, à 4h57. Alors j'étais super déçu parce que là-bas j'y allais pour faire un beau truc et j'étais vraiment déçu. Et là je passe le marathon, je me souviens plus d'ailleurs, mais je crois que je crois 3h16, un truc comme ça. Donc là enfin ça commence à être un truc un peu intéressant, ou 3h18, je sais plus exactement. Et puis je fais 9h30 à la fin. Sauf qu'en 9h30, je fais 31e de mon âge. Donc je me dis, le gars il gagne en 8h28. Je dis, c'est pas encore pour cette année. Parcours à plat et tout ça, c'était pas pour moi, c'était pas ouf quoi.
Et puis voilà. Et puis là, j'avais déjà pris le nouveau poste. J'avais pris en 2023 le nouveau poste. Même pour l'Italie, j'étais là-bas, là au rivage où je suis. Donc c'était déjà beaucoup plus calme. Et c'est vrai que depuis, même un peu avant l'Italie, c'est là où j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement, à me poser 15-20 heures par semaine. Donc là, c'est sûr que c'était plus cool. Et c'est aussi pour ça que, en 2025, on a choisi la course de Thun, qui avait du sens parce que c'était en Suisse, qui a été aussi parrainée ou prise en charge, je sais pas comment on peut dire, par l'hôtel, qui a cru en mon projet, où là j'ai lancé aussi, en fait je leur ai exposé mon truc, ils savaient ce que je faisais, le sport, donc je leur ai proposé un petit projet de partenariat en me disant écoutez, moi je peux apporter plein de choses avec les clubs de sport qu'on a autour de nous. J'ai lancé un café run tous les samedis matins aussi, qui est toujours d'actualité depuis 2 ans, où on se regroupe avec des clients, qui sont devenus des copains maintenant, qui viennent manger, qui amènent du monde, tout ça. Et du coup ça nous permet d'aller courir un petit coup ensemble, puis après je fais une espèce de petite collation avec des energy balls, des choses, ça fait découvrir un peu ça, puis moi ça me permet un peu de faire mon sport là-dedans. Et puis ça faisait partie du cadre du partenariat, on a fait des t-shirts, des choses comme ça pour courir, ça fait un peu de pub. Et puis voilà, moi je suis content, j'ai l'impression d'avoir une vie presque de sportif, comme si j'étais pur sportif quoi. Et puis là du coup à Thun, c'était la course l'année dernière, au mois d'août, où là je l'avais vu une année différente, donc j'avais vraiment mis le paquet sur l'entraînement, j'étais prêt à tout. C'était l'année dernière, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, je boucle l'année à je crois 810 ou 820 heures d'entraînement. J'ai fait vraiment 13 000 km de vélo, 3500 courses à pied, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait. C'était cool, et plusieurs connaissances du parcours, bien visualisé, je m'étais vraiment préparé comme il faut, et puis ça a bien marché quoi. Du coup l'eau était vraiment froide le matin, elle était à 17 degrés je crois, donc ça faisait un peu bizarre dès le matin, il faisait 13 dehors. Mais par contre, c'est une course que je conseille à tout le monde parce qu'elle est vraiment incroyable. Le parcours, ils disent que c'est le plus beau parcours du monde, et on sait pourquoi. Parce que même dans l'eau, tu vois, tu sors de l'eau, quand tu arrives sur le retour pour rentrer dans le port, et je crois que c'est Aurélien Lelay qui l'a fait aussi il me semble, et qui racontait la même chose, où quand on arrivait dans le port, en fait on nageait, et juste derrière nous il y avait le lever de soleil derrière la montagne, et ça c'est vrai que c'était vraiment incroyable, parce que tu te dis waouh, on a de la chance d'être ici quoi. Et puis ça nage pas trop mal, je crois que je mets 1h01 là dans l'eau, transition plutôt pas mal, et on part à vélo sur un parcours que je connaissais. Mais c'est vrai que quand j'avais vu le monde qui était devant moi en natation, je dis j'ai loupé quelque chose ou quoi. Puis mon temps il était dans ce que je pouvais faire, donc c'était cool. Puis j'ai dit on va essayer de taper dedans pour revenir. Je voulais être un peu dans la partie, donc je dis c'est maintenant ou jamais quoi. Là si tu la veux, c'est cette année, on va pas recommencer tous les ans quoi. La qualif, va falloir la chercher quoi. Et du coup j'ai vraiment bourriné à vélo un peu trop, mais je l'ai pas payé, donc c'est cool. Vraiment attaqué fort en vélo, je crois que je passe les 2 premières heures, j'avais plus de 260 watts, donc pour moi c'était beaucoup, mais ça a payé parce que ça m'a permis au bout d'1h15 de revenir un peu où il y avait vraiment de l'écrémage et beaucoup moins de monde, et c'est là où on s'est dit je me suis dit c'est le bon endroit quoi. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à rouler, on était dans les distances et dans le respect de tout ce qu'il faut, mais on était je crois 8 ou 9 ou peut-être une dizaine à rouler, à se retrouver à peu près à tous les endroits, sauf que quand je voyais sur les dossards, c'était il y en avait au moins 7 ou 8 39-35 quoi. Donc toute la catégorie, je me dis merde, on est entre nous là. Puis il y en a qui étaient plus forts que d'autres dans les montées, dans le plat, dans les descentes, donc fallait rattraper, mais fallait surtout rien lâcher. Et du coup ça a donné un vélo super chaud, parce que il y avait 2200 dénivelés, puis là on boucle en 4h51 le vélo quoi. Donc j'avais prévu 5h10, et là je dis 4h51, c'est une bonne journée. Donc je dis voilà, maintenant il faut assumer, il faut partir, et à pied du coup ça répond super bien. C'était parfait, parce qu'on avait on n'en parle pas, mais on en parlera peut-être après, mais c'est vraiment l'alimentation qui était vraiment la clé de ça, où j'ai réussi à me mettre 120 grammes sur le vélo, donc c'était cool. Et puis à pied ça part super bien. Je vois je passe un peu trop rapide, j'étais en 4-0 les 2-3 premiers kills, mais j'avais 135 pulses, donc je dis c'est cool, mais faut pas rester comme ça, mais ça passe. Et puis finalement ça va pas trop mal, et puis je passe, je crois, la première heure à 4,12 de moyenne. Je dis on est dans le truc, et puis je dis si tu continues comme ça va peut-être même passer sous les 9 heures.
Et puis deuxième heure, j'avais perdu un peu. Je crois que j'avais genre 4,18, un truc comme ça. Mais au bout d'une heure et demie, j'ai senti un peu des petites crampes à l'ischio, des trucs qui me rattrapaient un peu musculairement. Donc j'ai dit bah voilà, maintenant tu peux pas relancer, mais faut temporiser parce que on sait ce que ça fait, ça peut péter à tout moment quoi. Et c'est vrai que je crois que c'est au 20e ou 22e, ma femme qui me dit, moi je pensais que j'étais encore 8 ou 9e parce que quand j'avais vu le monde qu'il y avait au demi-tour, parce que c'est 2 tours à vélo à Thun, quand j'avais vu le monde qu'il y avait au demi-tour, je dis c'est pas possible, je suis au moins 60e alors que l'année dernière le même temps en vélo, j'étais 3e quoi. Donc c'était vraiment une année de ouf. Et ma femme qui me dit à vélo, à pied, elle me dit waouh, t'es troisième. Je dis quoi? Et je dis oh bah ça c'est bon ça. Et du coup elle me dit le 2 il est juste devant. Je dis ah bah ça c'est bon. T'étais qu'à la moitié du marathon par contre. Ah ouais là il fallait pas traîner. Et du coup bah ça s'est fait. Le 2 finalement je le vois et je l'aperçois au loin et je le reconnais tout de suite parce que c'était un Allemand avec qui on avait roulé et qui s'est fait la belle au 140e kilomètre ou qui nous a lâché. Et du coup je l'ai reconnu. Je lui dis ma main coupée que c'est lui, je sais que c'est lui. Et c'est vrai qu'on s'est croisés au demi-tour, et sur un petit demi-tour le long d'un canal là. Et en fait, j'étais 1 mètre derrière lui. Et quand il m'a regardé, c'était vraiment le regard en disant t'inquiète, je sais que t'es dans la même catégorie, et je sais que t'es deuxième et que je suis troisième. Et du coup, c'était cool. Et sauf qu'au moment où je le rattrape, t'as un gars qui arrive et qui avait un tour de moins et qui se met à courir juste devant nous, mais genre une demi-seconde plus vite quoi. Et je dis moi je suis déjà à limite et ce con il va me faire péter. Et l'Allemand il part avec. Et le gars il part, il nous prend 50 mètres et à la fin du deuxième tour je dis à ma femme je sais mais il est juste là mais je peux pas, si j'y vais je suis mort. Et au final il s'arrête de prendre un ravito, je dis je m'en fous, je m'arrête pas, j'y vais quoi. Et là du coup je trace et l'Allemand s'arrête et moi je trace et du coup ça paye parce qu'en fait il m'a jamais rattrapé et je passe à la ligne deuxième de ma KT, sauf que en fait il y a un gars qui a couru plus vite derrière moi et qui fait troisième, donc qui fait deuxième, donc au final je fais troisième de ma KT et ça se boucle en 9h08 du coup à Thun, donc c'était vraiment cool. C'était bien, mais avec les super nouveaux systèmes, rien n'était fait parce que si tu regardes, j'ai eu les résultats le soir ou le lendemain matin, je crois, dans le nouveau pool perf. Là, j'étais 36e. Donc tu vois, je fais 12e de la course générale à Thun et je suis 36e au pool perf à cause de l'âge et de tout leur truc quoi. J'avais genre 6 minutes de gain, mais pas plus quoi. Et incroyable. Mais du coup, ça m'a permis de choper la qualif là-bas et ça c'est cool. C'est une bonne chose. Qualif pour Hawaï 2026 du coup. Hawaï 2026 ouais, et qualifié en 35-39 pour en 2025 pour une qualif en 2026 en 40-44. Donc ouais, là ça va être une autre expérience ouais. Différent. Ça va être une boucherie, mais bon, comme on dit souvent, une fois que t'es à Hawaï, tu vas pas forcément pour gagner, c'est tu y pour vas surtout pour l'expérience. kiffer quoi. C'est ça ouais. Puis ça va être un voyage incroyable, je pense. Il y a tellement de choses à voir et puis de pouvoir vivre ce moment-là là-bas, c'est incroyable, c'est une chance. C'est une chance. Bon, tu nous as récapitulé un petit peu tout ça et je te remercie d'ailleurs. Ça a dû tenir pas mal de monde en haleine. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne. T'as analysé toi-même, c'est-à-dire que tes premières tentatives, déjà, tu y as été sans être encadré. Ensuite, quand tu as été encadré, tu as fait beaucoup d'erreurs de débutant, notamment sur la nutrition, comme quoi c'est toujours le cordonnier qui est plus mal chaussé, hein. Ouais. Le chef qui s'est moins bien bouffé. Qu'est-ce que tu as changé justement? Alors, tu vas peut-être me dire, l'alimentation, ok, bon. Mais comment tu as changé ton alimentation? À quel moment tu as eu le déclic? Parce que se dire j'ai merdé, c'est une chose, mais se dire ok, j'ai merdé, voilà mon plan, ce que je vais faire, etc. Enfin, à quel moment tu as eu ce déclic et comment tu as changé au niveau de l'alimentation en tout cas? À force que c'est surtout Bertrand ou après les 2 dernières années où qui disait il faut manger. Mais au bout d'un moment, j'ai dit mais putain, mais je vais pas prendre un sac à dos avec 50 gel quoi. Il faut que je trouve des solutions. C'est pas possible. Comment ils font? Comment vous faites quoi? Et il me dit il prenait l'exemple de Pierre Lecor là dans le groupe avec qui il est à Montpellier. Et il me dit tu vois lui il prend tous les gels et à l'époque c'était il y a 3-4 ans, il y avait pas encore des systèmes de drink mix, on était un peu plus évolué avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il disait il met tous les gels dans le bidon. Et je disais ouais, c'est pas bête ça. Du coup en fait tu as un bidon central qui te permet d'avoir plus de
plus de glucides. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça et que j'ai commencé à l'entraînement aussi, à avoir plus de glucides avec jamais un entraînement à jeun, alors ça jamais de la vie, mais vraiment jamais un entraînement sous les 60 grammes à peu près, on va dire 50-60 grammes en vélo, parce que c'était vraiment mon point faible. Ou même tu parles de 50-60 grammes. Normalement, les auditeurs connaissent ou comprennent, mais quand tu parles d'un grammage, c'est par heure, et c'est du gramme de glucides par heure. Donc quand tu dis 60 grammes, c'est 60 grammes de glucides par heure. Si tu fais une sortie de vélo de 5 heures, tu vas avoir de quoi t'alimenter 5 fois 60 grammes sur tes 5 heures de sortie. Exactement, ouais, désolé, c'est ce que je disais pas. Et puis c'est vrai qu'une fois, il y avait Benjamin qui était venu là, il était en vacances il y a 4-5 ans, je sais plus. Et puis on avait roulé un coup, on avait fait 2h45 de vélo, puis il avait une gourde de sirop et puis un petit gel, quoi. Et je dis mais comment il a fait? Je dis à Bertrand mais c'est pas possible. Il me dit tu verras, quand t'auras un moteur ça ira mieux. Et donc du coup c'est vrai que quand t'as le moteur qui va mieux, tu consommes un peu moins. Donc c'est vrai que ça fait la différence aussi d'avoir construit. C'est un mélange des deux, quoi. Il y a la nutrition, c'est plus on peut pas parler de bien manger parce que faut pas se leurrer. Tous ceux qui s'entraînent, il y en a peut-être qui sont véganes ou qui jouent vraiment le jeu de manger bio, tout vapeur et tout ce qu'il faut, mais ça n'a jamais trop payé, quoi. Moi je bosse vraiment à 100% toute la journée. Je peux pas me permettre de manger calculé et de regarder ce que je mange. Je dois vraiment faire attention à ne jamais être en dette et de toujours manger. Je mange toute la journée, moi. Ils hallucinent au boulot tout ce que je mange, mais je suis obligé de manger tout le temps parce que sinon je tiens pas. Et puis parce que le matin. Pour refaire la journée, peut-être c'était une de tes questions, mais tu vois, en gros, je me lève le matin, il y a le premier qui se lève à 6h40, il prend un bus, le deuxième prend un bus, et puis le troisième, faut l'emmener à l'école. Donc là, j'ai la chance d'avoir ma femme qui gère tout. Donc c'est plutôt facile. Ou alors, moi, des fois, je l'emmène, et puis ou alors c'est ma femme, le matin, on se partage un peu selon la journée et l'orga. Et puis du coup, j'ai déjà un entraînement le matin, souvent à vélo, l'hiver. Parce que le home trainer ou tout ça. Après, je pars au boulot, il y a le service, il y a le boulot, il y a tout ça. Et l'après-midi, je refais un autre entraînement l'après-midi en Suisse, donc au travail. Puis comme on est au bord du lac l'été, je peux aller nager direct, aller courir tout ce que je veux. Même le vendredi, pour avoir un peu de plat, je fais des allers-retours Vevey à côté de chez nous, là, Lausanne. Ça permet d'avoir du plat et je prends mon vélo là-bas. Et après, du coup, quand tu as fini tous tes 2 entraînements et déjà un service, tu as un autre service le soir, quoi. Et c'est vrai que il y a des soirs où tu te dis bon, ok, là t'as forcé un peu, je me suis mis 100 bornes l'après-midi, puis un petit enchaînement de 30 minutes à pied. Maintenant va falloir assumer les 80 réservés, quoi. Va falloir y aller. Et c'est vrai que il y a des fois t'as un peu de travers, mais j'ai de la chance encore une fois d'être bien entouré et dans un environnement où autant la direction que mes équipes ils comprennent vraiment tous et puis tout le monde joue le jeu, quoi. Quand je reviens en retard en retard par rapport à ma douche, mes machins, ils me préparent une assiette, ils me la gardent de côté, j'ai un petit drapeau marqué chef et puis c'est déjà mon assiette pour manger le soir. Maintenant ils ont tellement l'habitude que même le directeur, quand il vient me voir, il me dit il me demande pas tu fais quoi cet après-midi, c'est comment? Il me dit à quelle heure tu vas courir? Comme ça, pour gérer les réunions, tu vois, c'est vraiment une démarche où tu te dis bon, les gens ils ont intégré le fait que la vie était comme ça et que c'était calculé, millimétré et c'était cool parce que ça fonctionnait, ça me permettait d'être épanoui dans tout ce que je faisais et du coup c'est quand même chouette, quoi. Ouais, parce que c'est un tout, c'est un équilibre. T'es performant au bureau, mais et ils sont cool, mais c'est parce que t'es performant au bureau et dans le sport que ils sont cool aussi. Le jour où il y aura un petit truc qui sera de travers, enfin je sais pas, je te le souhaite pas, mais tu te blesses et pendant 15 jours tu peux pas monter sur le vélo ou tu peux pas courir, forcément t'auras un petit coup de moins bien, t'auras la tête qui suivra peut-être un peu moins bien, peut-être qu'au boulot ça ira moins bien et encore, je suis sûr que tes équipes et ta direction peuvent le comprendre, mais c'est un équilibre, c'est un tout. Aujourd'hui tout est bien équilibré, tout se passe bien. C'est ça. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que pour la prépa à Thun, en tout cas, c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir ce que je voulais. C'est parce que toutes les planètes étaient alignées. Tu sais, c'est le trio gagnant, hein. C'est la famille, le boulot et puis le sport. S'il y en a un des 3 qui fonctionne pas, tu peux pas le faire. Ça marche pas. Et c'est ce que j'ai vu les années d'avant, où même Bertrand, des fois, il était un peu dépité parce qu'il se disait ok, moi je veux bien, mais s'il est pas investi, qu'il loupe les trucs, ça va pas. Et c'est vrai que je faisais pas exprès. Et c'est souvent pour quand t'as envie de vraiment bien faire. Le boulot, c'est notre priorité. On n'est pas pro, c'est ce qui me fait vivre et j'en ai besoin. Donc c'est normal, on doit assurer le coup. Mais c'est vrai que c'est parfois frustrant de te dire ah mince, j'ai pas pu faire ma séance, je rattraperai demain ou j'y arriverai pas, j'ai pas le temps.
et on peut pas construire sereinement. Et c'est vrai que là, d'avoir réussi à trouver un endroit, et surtout ma femme et les enfants qui comprennent vraiment tout ce que je fais, et qui soutiennent et puis qui sont à fond derrière, du coup on voit la différence parce que quand t'es libre dans la tête, toi aujourd'hui, ce que je dis à Bertrand, je vais avoir 40 ans cette année, mais ça fait 2 ans ou au moins 1 an que j'ai l'impression d'être un peu athlète de haut niveau, avec beaucoup de guillemets, mais à mon niveau, sans avoir d'être pro, sans parler des résultats, mais d'avoir la vie qui va avec, de me dire ouais, je m'entraîne 2 fois par jour, j'arrive à faire je fais attention à ce que je mange, machin, enfin pas à ce que je mange en bien, mais en quantité. Je commence à avoir des liens avec le milieu sportif différents. Enfin, tu vois, on se rencontre aujourd'hui. Grâce au Café Run, j'ai pu avoir aussi des gens qui font des compotes, qui font des fruits dans le Valais, dans une région en Suisse, qui m'ont approché en disant c'est cool, nous on fait ça, mais on fait des jus, puis on vient de lancer une compote, c'est celle que j'ai là, une compote énergétique qui est super cool, 100% avec nos pommes, nos arbres, et t'as 32 grammes de glucides dans la machine, dans la compote, donc c'est génial. Et c'est vrai que quand tu la manges, t'as un goût de compote de pommes au four, c'est incroyable. Puis voilà, ça donne plus de crédibilité, quoi. C'est ce que je disais aussi aux gens. Il y en a qui me disent mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais, t'as pas besoin, tu verras. Mais tous ceux qui disent ça, c'est ou des gens qui comprennent pas, ou alors des gens qui ont déjà été à Hawaï. Et c'est vrai que je leur dis mais il y a un avant ou un après Hawaï. Et c'est vrai que Calif, en tout cas, moi j'ai pas été, on va pas parler de ce que je n'ai pas fait encore, mais c'est vrai qu'il y a l'avant et l'après Calif. Aujourd'hui, je peux me permettre de me dire voilà, ce week-end j'avais d'autres choses à faire, je peux profiter plus avec les enfants, les emmener sur les stations de ski, sur les autres trucs. On a été rechercher des poules à droite à gauche. Enfin bref, on s'occupe de ça, puis en me disant je vais m'entraîner après, ça va le faire. Parce que du coup on relativise différemment et il y a moins la pression de la qualif et on se dit on peut faire autre chose d'une autre manière, quoi. Parce que c'est sûr que avec un rythme de vie comme ça, en ayant le boulot, les enfants, les 3 enfants et puis le sport, tu peux pas tenir 10 ans comme ça, quoi. Il y a un moment, c'est pas éternel. Donc là, tu es qualifié pour Hawaï 2026, ouais. Donc en octobre, 2e week-end d'octobre. Ça, le 10, ouais. On se pose pas la question de la date, on sait toujours que c'est le 2e week-end d'octobre. Tu prévois combien de temps pour te remettre dedans? Alors, je parle pas que en termes d'entraînement, mais tu viens de le dire. Il y a l'avant-qualif et il y a l'après-qualif. Après-qualif, effectivement, tu es un peu plus détendu. Malgré tout, il va falloir que tu te reconditionnes, que tu te remets dans le cocon, que tu te refixes les objectifs, etc. Tu prévois ça combien de temps avant Hawaï? Alors, j'ai jamais arrêté. C'est parce que je sais pas si j'ai un défaut ou pas, mais j'ai du mal c'est où je fais tout, où je fais rien. J'ai du mal à faire un peu de l'entre-deux. J'ai coupé genre 5 jours et je me suis remis tout de suite au boulot, mais comme avant. Parce que j'ai pas voulu arrêter, je me connais, je sais que je prends vite la tangente de me dire c'est cool, j'ai réussi à profiter de mon jardin tout l'après-midi, j'ai plus envie d'aller rouler et je sais que ça c'est dangereux et du coup j'ai pas voulu arrêter, donc j'ai fait vraiment un gros hiver jusqu'à on va dire janvier, début février, où là je galère un peu, j'ai l'ischio qui revient, la même douleur que depuis Toon, derrière l'ischio, le fessier, tout ça, donc je revois des massages, des kinés, des chiro, tout ce qu'on veut pour essayer de remettre ça, mais j'ai dû ralentir, ça fait 1 mois et demi que je tourne pas grand chose, le minimum pour pas être blessé, mais pour être bien. J'arrive à rouler tout ce que je veux en vélo, je nage comme il faut, mais en course à pied je plafonne à 50 bornes par semaine et du coup c'est pas ouf parce que j'arrive pas à aller chercher l'essence que je voudrais. Peut-être que ça payera parce que ça me fait du repos. Donc au final, aujourd'hui, je me sens plutôt disponible. Donc ça, c'est chouette. J'ai retrouvé de la mobilité, donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai pas souhaité fractionner par période. Comme j'étais vraiment bien lancé et que j'adore ça, c'est vraiment pas une contrainte. Je suis tellement heureux de me sentir en forme tous les jours en me disant nous chez nous on a le lac Léman et le tour du lac c'est 180 bornes, donc tu vois, tu dis c'est un peu comme la distance et tu vois, c'est tellement, j'ai mis tellement d'années à attendre ça, ou de me dire avec mon boulot j'ai sur les courses, moi je rentrais à 23h30 du fourneau, puis le lendemain matin j'avais le 10 bornes et j'arrivais pas, j'étais top 10 ou des fois podium ou proche, mais j'arrivais jamais à faire ce que je voulais parce que j'avais pas le repos comme il fallait.
Et c'est vrai que là, je me dis, j'ai vraiment la vie que j'aime et faire tout ça, c'est trop bien et je me sens en forme. Demain, tu me dis, viens, on va faire un tour du lac. Je dis pas de souci. Et ça, c'est quand même agréable et j'ai pas envie de perdre ça. Et là, je le vois, tu vois, c'est ce que j'ai vécu tout à l'heure là où je me fais 4 heures de vélo et je rentre, j'ai les jambes fracassées comme si c'était la première fois que je le faisais. Et j'aime pas trop ça. J'avais oublié ce que c'était depuis 1 an et demi, 2 ans et je suis pas très content de ça, quoi. Donc là, va falloir remettre une dose. Mais ouais, dans tous les cas, c'est heureusement que Bertrand est là pour canaliser et cadrer ça parce que avec le temps on est devenu potes, en plus on vient du même endroit donc c'est la même chose, il vient en vacances tout le temps et c'est là où on peut comprendre nos vies et c'est vrai que ma vie elle est pas commune et elle est pas facile à comprendre pour les autres qui ne sont pas dans le métier. Alors déjà quand tu discutes avec des gens qui sont pas dans l'hôtellerie c'est déjà compliqué, mais quand tu dis mais pourquoi tu fais tout ça, alors là t'as perdu tout le monde, quoi. Et c'est vrai que quand tu fais ça, tu dis ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend. Et Bertrand, c'est vraiment un entraîneur qui va t'écouter, qui va ajuster chaque jour, chaque minute pour te dire ok, si t'as pas ça, on va faire ça. Et j'ai jamais été blessé. Ça va faire 8 ans. J'ai jamais été blessé en 8 ans, sauf quand moi, je me suis dit tiens, on va faire une connerie, 20 bornes à bloc et puis tu vas voir ce que ça fait, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qui est cool, c'est que ça permet de cadrer et puis d'avancer dans le bon sens, quoi. Et du coup, c'est lui qui va décider de toutes ces périodes où qui va mettre en place des blocs. Là, je sais que j'ai première course mi-mai à l'Open Lake à Lyon. Après, j'irai au mois de juillet à Genève faire des halfs. Enfin, je fais 2 ou 3 halfs et puis peut-être je ferai Evian juste avant Hawaï. Et encore, je sais pas, j'ai pas envie de tomber ou de faire quoi que ce soit. Je préfère me préparer. Mais voilà, c'est plutôt des halfs que je vais faire pour me préparer. Et du coup, il va gérer les blocs, tout ça. C'est vraiment lui qui a la réflexion de ça. Et puis, je pourrais largement m'entraîner tout seul, je pense, depuis le temps que je le fais. Mais c'est vrai que t'as plus tendance à rattraper et à en faire trop et à pas t'écouter et à mal gérer tes puissances et ta vitesse plutôt que d'écouter quelqu'un qui est là pour cadrer et qui a une vision plus lointaine que la tienne, quoi. D'où l'intérêt de prendre un entraîneur, mais ça c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Ouais. Si on basculait un peu sur le côté justement pro pour toi, mais pas organisation ou autre, mais sur la partie nutrition. Ouais. Donc toi, tu es chef, ça veut dire que tu concoctes des petits plats pour les clients de l'hôtel restaurant Rivage. Hein. Ah, tiens. On leur fait un petit peu de pub tant qu'à faire, vu qu'ils te permettent de faire ce à quoi tu t'adonnes en ce moment. Ton conseil de chef, de cuisinier, pour quelqu'un qui sait pas, tu vois, qui s'entraîne, mais qui arrive pas à mettre du plaisir dans son alimentation. Et combien j'en ai eu, et notamment un pote très proche qui, quand il se préparait pour l'Ironman, me disait, écoute, moi là je bouffe parce qu'il faut bouffer, mais je prends pas de plaisir. Ce serait quoi ton conseil à toi pour que justement on remette l'alimentation, ou plus spécifiquement la nutrition, au centre aussi de l'entraînement. Si ce n'est bouffe des pâtes parce qu'il faut bouffer des pâtes. Non, bouffe des pâtes, mais fais-toi plaisir aussi. Parce que si tu te fais plaisir à l'entraînement, tu vas te faire plaisir aussi dans ta vie au quotidien. Si tu te fais plaisir dans ton assiette, ça va t'aider aussi à te faire plaisir à l'entraînement. Bien sûr. Ton conseil de chef, ce serait quoi ? Moi, je pense que, comme je le fais au travail pour trouver les fournisseurs, tout ça, je pense que de se rapprocher des gens qu'on a autour de nous, qui nous préparent les aliments. Tu vois, pendant le Covid, on l'avait vu où les gens disaient, moi j'avais des gens au bureau qui disaient, ah t'as vu, j'ai fait mes courses à la ferme. Je dis ouais, bravo. Je dis moi tout le monde se moque de moi, ou ma mère elle m'appelle Charlie Ingalls parce que avec la ferme, les légumes, tout ça. Mais au final, je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire, de se rapprocher des gens qui font des œufs, des légumes, tout ça. Et le fait de parler, de partager, d'échanger avec ces personnes-là, c'est eux naturellement qui vont te donner envie de faire des choses bien, parce qu'on a tendance à se dire ok, on va faire vite, on veut pas faire, mais ils ont tous des histoires à raconter. Tu vois, mon pêcheur, les fermiers qui font les œufs, j'en ai un autre qui m'a appelé juste avant qu'on s'appelle pour les pommes de terre, et ils font même du tofu. Tu vois, c'est tous ces gens-là qu'on voit pas et qu'on pense qu'ils n'existent pas parce qu'on voit que par les supermarchés, que par tout ça, et qui sont pas forcément plus chers que les supermarchés. Mais c'est vraiment ces gens-là qui vont donner envie d'avoir des bons produits en disant, et t'es plutôt fier, tu dis waouh, j'étais chercher mes carottes cet après-midi avec des œufs. Et d'une part, tu respectes les produits, et en plus, tu as envie de les préparer. Et du coup, quand tu as envie de les préparer naturellement, tu as envie de les manger.
Et c'est vrai que de se dire, pour les gens qui habitent au bord du lac ou au bord de la mer, bah tiens, tu vas faire un tour chercher des coquilles Saint-Jacques en Normandie ou alors en bas à Marseille chercher des loups des bars ou tout ça. Le pêcheur, les gars, il y en a plein qui parlent beaucoup et il va te raconter, bah tiens, on l'a pêché là, machin, on ramène des thons. Enfin, ils ont tous une histoire à raconter et c'est vrai que bah ça c'est ce qui te donne envie. Y a pas photo. Enfin moi tu vois le cadre où je suis à la montagne tout ça, bah forcément tu vois bien que c'est là où ça donne envie. C'est sûr que quand tu es à Paris concentré, bah là c'est un peu plus compliqué pour trouver une motivation de s'alimenter parce que tu vas rentrer plus tard, parce qu'il y a les horaires de bureau, parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore des personnes ou dans des magasins qui vont parler de l'aliment, de la nourriture d'une manière qui te donne envie et qui va te motiver à faire des choses bien, quoi. Ouais, ou alors il faudrait peut-être que tu crées une communauté de chefs triathlètes et puis on les sollicite, tu vois, au besoin. Parce qu'à Paris, t'en as un paquet de chefs et de restaurants étoilés, ou même sans taper dans les étoilés, mais des gens qui sont passionnés par leur métier de chef. Et t'imagines, un autre gars comme toi, tu l'appelles et tu lui dis écoute, j'aimerais bien bouffer du poisson, mais je sais pas quel poisson prendre au mois d'avril. Est-ce qu'il y a des saisons, est-ce qu'il y a des trucs ou des machins? Quel conseil tu peux me donner? Bah, ça me fait penser, alors il est pas triathlète du tout, mais il fait du vélo, c'est Jean Sulpice à Annecy, il a 2 étoiles, je sais pas si tu connais ce nom-là. Et il tient l'auberge du Père Bise et lui c'est vraiment un exemple aussi parce qu'il a 2 étoiles et il fait du vélo à un niveau super fort. Je crois qu'il a fait genre 100 ou 150 à l'étape du Tour, donc c'est pas rigolo quoi. Mais lui ça montre qu'il peut faire le haut niveau tout en ayant le produit, et c'est vrai que parfois il partage des recettes sur les réseaux de sa petite barre énergie, des petites choses comme ça, et c'est cool. Ça permet aussi de montrer des bons produits qu'on peut faire à la maison. Après, on pourrait refaire une communauté de Norbert où on est tous des sportifs à la télé, mais ouais, ça pourrait être rigolo. En tout cas, partager des recettes, c'est assez cool aussi, mais je pense qu'il y a pas mal aussi d'influenceurs ou d'influenceuses qui le font naturellement. Alors c'est drôle parce que quand je discute... j'ai approché une marque il y a pas longtemps, c'est la marque Pyrène que tu dois connaître, et je suis à l'essai on va dire pour voir, parce ils avaient pas de place dans l'équipe cette année, mais du coup ils ont aimé quand même le projet et le fait que je sois chef et ce que je faisais tout ça, donc du coup j'ai un espèce de début de partenariat avec eux, et c'est vrai que c'est une marque qui est sympa parce que ils ont plein de choses naturelles tout ça, et je discutais avec un gars qui était sous leur bannière. Et il me disait, bah, c'est marrant parce que toi, t'es un peu plus athlète là-dessus et moi, je suis plus influenceur. Et c'est vrai que c'est finalement eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, parce que tu te dis, bah, eux, ils vont faire ça. Il y en a qui vont dire, bah, tiens, tel ou tel, il a fait ça, puis il a mangé un petit jus de carotte avec ça, puis finalement, ils vont tous boire des jus de carotte, quoi. Et tu te dis... c'est eux qui ont le plus de pouvoir que nous, parce que si tu regardes bien, même pour les sponsoring, les vrais athlètes pros, ils galèrent presque plus à trouver des marques où, tu vois, Benjamin par exemple, il a fallu qu'il court en slip sur une piste il y a 2 ans pour avoir Mizuno ou une autre marque. Même Adidas avait arrêté le contrat avant, et tu dis, bah, des vrais athlètes qui ont des titres de champion du monde, tout ça, ils n'arrivent pas à trouver des sponsors, mais par contre, t'as un influenceur qui a 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés, lui, il a toutes les marques du monde. Donc je pense que c'est là où il y a un truc qui va pas, mais par contre ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir en tout cas pour montrer la voie et puis pour montrer le bien. Donc du coup c'est là où c'est dangereux, parce qu'il y a du bien et du moins bien, quoi, selon les influences qu'ils auront avec les marques, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que oui, ils ont le pouvoir, mais de là à avoir un chef influenceur qui va te dire, c'est clair. Qui va pas forcément te dire ce que tu dois manger, mais qui va pouvoir t'expliquer ce que tu pourrais manger qui serait pas trop mauvais pour ta pratique. Puis surtout qu'à un certain niveau, tu l'as dit, un certain niveau de pratique, je parle de volume, hein, pas de niveau de performance. De toute façon, t'as pas le choix, tu dois bouffer. Faut manger. Et limite, tu pourrais faire du McDo tous les jours. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, il y a un moment, t'as pas le choix. Faut bouffer. Après, tu vois, c'est quand même, nous, on est chef, on va dire, on s'est préparé, on s'est cuisiné, mais il y a quand même des notions, qu'on disait au début, plus de diététique et de nutrition, et là c'est quand même un autre métier. Je pense même si on a des notions, on n'a pas la prétention ni les connaissances pour dire ok, tu dois manger ça, c'est déjà propre à chacun, je pense. Et puis en plus moi j'aurais pas la prétention en tout cas de dire vaut mieux manger du filet de colin que du filet de saumon, quoi. J'en ai aucune idée.
je veux pas inventer des choses. Et oui, tu vas dire ça. Alors oui, si tu as 500 000 abonnés, ça peut marcher parce que tout le monde va manger ce que tu vas leur dire. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être calé. Alors il y a certainement des gens qui existent qui le font bien. Il te reste plus qu'à faire des collabs ou des crossovers entre un ou une nutritionniste et puis un ou une influenceuse. Et toi, il t'explique ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Toi, tu cuisines et puis l'influenceur ou l'influenceuse le montre. Ça peut être sympa. Pas mal, exactement. Ouais, faut faire des duos, ça. C'est ça. On va organiser ça. Ouais. Écoute, on a déjà pas mal avancé là. On va peut-être pas monopoliser les oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs plus longtemps, mais j'ai encore 2 questions pour toi. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, aujourd'hui, après toutes ces années de pratique, toutes ces tentatives et finalement cette qualif décrochée que tu vas aller batailler en fin d'année 2026, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? C'est la question du podcast. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose de primordial, c'est déjà écouter le podcast Devenir triathlète. Mais merci. mais non, je pense que comme il y en a pas mal qui répondent aussi, se rapprocher d'un club ou de connaissances, de personnes qui connaissent le sport et qui peuvent t'apprendre ou t'apporter des choses, ça reste pour moi le principal. Il faut s'entourer, savoir écouter, savoir se renseigner, parce que c'est sûr que tout le monde est capable de le faire, j'en suis convaincu, et même faire un Ironman ou quoi que ce soit, tout le monde peut y arriver. La preuve, on le voit sur toutes les courses, les profils, et c'est super beau à voir des personnes qui vont terminer en 18 heures avec une émotion que tu n'auras jamais vue de ta vie, parce que c'est le défi d'une vie. Et moi, les enfants, des fois, ils rigolent, ils disent « Ah bah regarde, on est en train de manger et ils sont encore en train de courir ». Je dis « Oui, mais tu sais pas… la vie, l'expérience, tout ce qu'ils ont eu, il y a des gars qui ont eu des difficultés, des maladies, des choses, et quand tu les vois finir avec l'émotion qu'ils ont, c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que de se rapprocher des personnes comme ça qui vont partager ou qui vont échanger leur passion et leurs conseils là-dessus, je pense que ça n'a pas de prix. Et dans les clubs, c'est là où il y a quand même le plus de personnes à même de pouvoir t'en parler et de se rapprocher un peu des anciens qui vont te donner des bons conseils, des bons tuyaux sur dire bah attention, fais pas ci, fais pas ça c'est mieux. Alors c'est sûr que le triathlon, ça reste un sport. Contraire, il y en a qui disent ah c'est pas cher, ça va, tu prends un petit vélo, tout ça. Mais oui, mais mis bout à bout, ça fait quand même un budget. Hein. Même un petit vélo d'occasion, même un peu de nourriture, tout ça, il faut quand même le faire, mais c'est important de bien le faire pour pas être trop dégoûté, parce que c'est sûr que sur un S, on va faire un petit découverte, il n'y a pas trop d'impact, mais les personnes qui veulent se lancer sur autre chose, des formats plus longs, bah c'est sûr que ça peut être plus compliqué, et c'est bien d'être entouré. Et là, c'est un peu la mode aujourd'hui où tu l'as déjà évoqué dans plusieurs podcasts où t'as tous les influenceurs ou des gens qui se disent ah bah moi je me fais un marathon, moi je me fais un Ironman. C'est devenu vraiment banal de faire ça, et tous les influenceurs se mettent à le faire et le montrent. En fait, ils se montrent en train de le faire, et tu dis bon bah ok, si tout le monde le fait, je peux le faire aussi. Mais on en oublie que courir un 10 km sous les 40 minutes, c'est pas banal, que de faire un Ironman sous les 10 heures, c'est pas banal. Faire un marathon en moins de 3 heures, c'est pas banal, alors qu'en fait c'est le temps que tout le monde se met en disant bah c'est la norme en fait. Et c'est loin d'être une norme, parce qu'au final oui, il y a plus de monde qui le fait, parce qu'il y a plus et c'est cool, il y a beaucoup plus de monde qui fait du sport et qui se bouge, mais par contre la difficulté pour faire tous ces temps et tous les chronos, bah elle existe encore. Oui, les temps descendent grâce au matériel, à la nutrition et tout ça, mais par contre ça reste quelque chose d'important. Et c'est sûr que vaut mieux, je pense, être bien entouré et puis avoir un bel entourage qui va t'apporter des réponses, plutôt que de se lancer un peu à l'aveugle et puis prendre le risque de se blesser ou d'être dégoûté du truc, quoi. Écoute, je valide ta réponse en 2 temps. Déjà, la première, écouter Devenir triathlète. T'aurais pu rajouter et lire le livre Devenir triathlète. Ah ouais, ça va. Même moi, je l'ai pas lu encore. Bah écoute, achète-le et à l'occasion, je te dédicacerai. Il faut, ouais. Quand tu viendras en Haute-Savoie pour voir le beau paysage ici, là. Exactement. Et puis, la deuxième question, parce que j'aimerais bien qu'on s'arrête aussi 2 minutes là-dessus, c'est où est-ce qu'on peut te suivre, t'encourager, t'envoyer plein d'amour et puis des conseils s'il peut y en avoir, ou en tout cas si on est un influenceur ou une influenceuse, te proposer des crossovers, des collabs. Ouais. Alors moi, c'est vraiment sur Instagram un peu plus, où c'est Iron Papa Chef. J'ai relancé un peu plus cette année pour essayer justement de choper un peu des partenaires, pour me dire de me faire un peu plus accompagner, et puis créer du réseau pour partager, parce que j'adore ça, vraiment échanger avec les personnes. Et puis la même chose, c'est lié sur Facebook aussi, mais après je suis présent, mais
par conduction d'Instagram, quoi. Donc puis après il y a Strava aussi, l'application des rois où tout le monde vit via Strava. Et c'est vrai que j'ai compris, je dis ça en rigolant, mais justement quand on parlait de l'avant ou de l'après Hawaï, là en fait cette année je regarde absolument plus mes compteurs. Ce que je faisais avant, voilà, c'est bon, t'as fait 800 heures. Ouf, t'as fait une vraie année. Ah, c'est bon, t'as passé tes 1000 ou plus de 1000 kilomètres par semaine, par mois, machin. Enfin, je regarde vraiment plus ça et c'est vrai que c'est quand même, c'est facile à dire, mais tu te dis, t'es quand même libéré, et puis c'est une espèce de pression. Tout le monde te dit, ouais, tu dois faire ça. Tu vois les autres, oh, lui, il a fait ça aujourd'hui, il a fait ça. Ça peut mettre un peu de pression pour les autres, mais au final, quand tu relativises, tu te dis, c'est pas grave, il faisait beau aujourd'hui, j'ai fait autre chose. C'est pas la fin du monde, quoi. Donc ouais, je suis présent sur Strava aussi. Ouais, remettre un petit peu de bon sens dans tout ça. Ok, super. Ouais, parce que tu parlais de ton Instagram, c'est vrai que j'ai jeté un petit peu un œil, ce que je fais rarement pour les invités, mais je me suis dit qu'il y avait quelques contenus sympas qui passaient. Et c'est vrai que c'est assez marrant, notamment en introduction, tu disais que tu as réussi à créer une bonne ambiance dans tes équipes et que ça se ressent aussi, que l'équipe de direction est sympa avec toi ou compréhensive avec toi, mais aussi parce que tu fais le job qu'il faut bien, que les équipes te le rendent bien, qu'elles te préparent ta petite assiette quand tu rentres de l'entraînement avant de commencer le deuxième service, qu'il y a toujours l'humain. Et je me souviens d'une ou deux vidéos que j'ai regardées où tu commences et t'as les gens de ton équipe qui font chef, oui chef, et on sent bien que c'est un peu ironique quand même, mais voilà, si vous voulez aller voir ça, ça se passe sur Insta, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais ça vaut le détour. Un chef, papa chef, ou chef ou pas chef, on sait pas, et un influenceur, pas influenceur, mais en tout cas un vrai triathlète, et ça fait plaisir. Ah, c'est exactement ça, c'est comme être triathlète, quoi. On est mauvais partout, mais on n'est pas mauvais à la fin, quoi. Moyen partout, mais bon quand même. Bon, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais absolument aborder qu'on n'a pas vu aujourd'hui? Là tout de suite je ne pense pas, non, je pense qu'on a vraiment parlé de tout, pas trop des enfants, c'est vrai, qui sont un peu au cœur de ma vie aussi en plus, qui eux font plein de sport aussi, mais c'est vrai que non, après ça on verra plus tard, ouais, mais non, je pense que c'est cool, on a parlé de déjà plein de choses, ouais. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour bien accoucher d'Hawaï dans 9 mois. 6 mois maintenant, ouais. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'on est déjà au mois d'avril, donc dans ça 6 passe mois. Vite. Mais ouais, c'est cool, ouais. Ça va être une belle expérience de profiter là-bas. Et ouais, je crois que tu avais demandé aussi combien de temps c'était combien de temps je me préparais, ouais, parce que avant, tu vois, pour relier un peu les enfants avec aussi, moi j'y vais qu'une semaine avant. Parce que j'aime bien la chaleur, donc j'ai pas trop peur de ça, même si ça se trouve ça va me mettre un coup de bambou comme tout le monde, mais c'est avant tout un voyage de famille où je me dis voilà, on va faire une semaine avant, mais 15 jours après où ça va être incroyable. Je vais aussi pouvoir profiter avec les enfants de ce moment-là, pas encore une fois faire que des vacances en disant tu vis triathlète tout le temps. Ma femme, elle est bien gentille, elle supporte tout et beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faut quand même penser à tout le monde et partager ce moment-là. La qualif est incroyable pour tout le monde, c'est une belle expérience, ça nous permet d'avoir plein de choses, mais il y a aussi des moments, là-bas, on va faire les 10 ans du petit, on va faire les 12 ans du grand, mes 40 ans aussi, donc ça va être quelque chose qu'on ne devrait pas oublier demain, quoi. Donc ça, c'est cool. Tiens, petite question subsidiaire, mais tu t'es fixé quoi comme objectif après Hawaï? Je pense que les foules, faudra plus m'en parler, mais non, je sais pas. Je pense que je vais faire du half pas mal pour me faire plaisir, tout ça. Et puis full, je sais pas encore. Comme à chaque foule, on se dit mais qu'est-ce que je fous là, j'en ferai plus jamais. Mais je pense qu'une fois que tu as eu Hawaï, ou alors comme j'en entends plein, tu te remets dedans, puis ok, je vais y retourner, mais c'est quand même un budget et du temps. Moi, mes enfants sont encore, on va dire, petits et adolescents. Du coup, j'ai quand même aussi envie de profiter avec eux. J'en ai 2 qui font du ski en club et qui ont pas mal de déplacements. Donc, je pense que ça va. Enfin, tout est super bien tombé parce que je suis ni trop vieux ni trop jeune, mais je vais avoir aussi le temps de pouvoir faire pas mal de choses avec eux encore après. Et ils vont avoir besoin de plus de temps que ça. Donc les halles, ça sera très bien aussi pour me faire plaisir, parce que c'est une distance que j'apprécie plutôt mieux. En tout cas, ouais. Bon, après, t'as plein d'autres conneries que tu peux tester. Alors déjà, quand on est en France et quand on aime les montagnes... Ah l'Otilo, ça je sais que tu fais ça et ça me traîne dans la tête. L'Otilo, ça m'a traîné la tête. La Diag, j'aimerais bien la faire un jour, même si j'ai pas trop le trail, c'est pas trop pour moi, mais ça, j'aimerais bien la faire parce que j'ai travaillé là-bas aussi. Il y a plein de sports aussi à côté comme ça qui pourraient être cool, hein. Ouais, mais même en restant dans le triathlon, t'as Embrun qui reste dans la montagne et ouais.
qui est quand même connu pour être l'un des plus beaux et plus durs triathlons du monde, sans taper dans les extrêmes. Puis après, justement, tu as tous les extrêmes, notamment toute la... le Norseman, ça m'attire pas du tout. Ouais, c'est pas mon truc, ça, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en Brahman, ouais, j'ai pas terminé, mais j'ai fait quasiment Evian, et c'est sensiblement la même chose, le même parcours, même dénivelé, tout ça, donc c'est assez cool. Par contre, je sais que j'ai un petit faible pour Nice quand même, j'ai jamais fait Nice. Et être français sans avoir fait l'Ironman de Nice, c'est un peu la loose quand même, donc... faut pas que ma femme elle écoute, hein, mais ouais, ça se trouve, il y aura peut-être une année à Nice aussi, quoi. On verra bien. Bon, écoute, de toute façon, du triathlon, tu peux en faire jusqu'à 99 ans, hein, même au-delà. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a qui ont pris des places à Toons cette année. Ils étaient en 75 et 80. Donc, ça pourrait être joli hein, d'aller gagner ce champion du monde à 75 ans. Ouais. On en voit encore. Écoute, c'est vraiment le pire qu'on te souhaite. J'espère. Pour en tout cas faire du sport sereinement plus tard, ouais. Bon, écoute Alexandre, merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé. Merci à toi, Hermano. En plus, c'est sympa. Derrière toi, on voit non pas que le soleil se couche, mais aussi la montagne qui s'est un peu embrumée. Ouais, tu vois. Donc, franchement, ça vaut la peine. Ouais, il y a quand même un cadre qui est assez cool. On est à 1000 mètres et du coup, on a quand même une jolie vue sur la montagne juste à côté avec la station qui est juste au bout pour les enfants, quoi. Ah ouais, écoute, c'est excellent. Je laisserai ça, mais que en bonus pour ceux qui regardent sur YouTube. Ça marche. C'est ça, ouais. Faut aller les chercher. Bon, si vous avez été jusque-là, d'ailleurs, dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, comme ça, on saura à peu près où est-ce qu'on peut venir te voir. Ouais, c'est facile. Moi, j'ai rien à cacher, de toute façon. Hein. Et puis, j'accueille tout le monde avec grand plaisir. Et pour ceux qui ont écouté jusque-là, d'ailleurs, s'ils passent à l'hôtel Rivage, enfin, l'hôtel-restaurant Rivage, ils ont le droit de demander à parler au chef pour leur dire qu'ils t'ont entendu dans le podcast Devenir Triathlète ? Ah c'est certain, ouais. Et même, c'est marrant parce qu'avec le Café Run, où j'ai eu un petit article dans les journaux, puis dont le Lausanne Sport, on fait à manger pour l'équipe de foot de Lausanne. Et le coach, on s'entend super bien, on a échangé, et il a balancé à un journaliste que j'étais un champion de triathlon. Du coup, le journaliste m'a appelé, et du coup, ils m'ont tapé une grosse page pour me dire le chef du Lausanne Sport est un champion de triathlon. Et là, il a refait un interview, on a fait 2 heures d'interview, il m'a fait un bel article, c'était cool. Mais ouais, du coup, les gens ils disent mais c'est lui le chef qui court aussi. Il y en a plein, et puis il y a des papis mamies qui viennent boire un coup, puis qui disent là, vous avez fait quoi en ce moment hein, vous allez courir après c'est marrant, quoi. Donc, si vous nous avez écouté jusqu'ici, pareil, vous allez à l'hôtel-restaurant Rivage et puis vous demandez à parler au chef et vous lui dites que vous venez de notre part, et puis je suis sûr qu'il vous offrira une petite mignardise vu qu'il a fait une spécialisation en pâtisserie. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup Alexandre. Bonne continuation. Merci Hermano. À plus. Bon courage pour l'entraînement et puis à très vite. À très vite. Ciao. C'était Devenir Triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!